Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maître Thibault de Montbrial, avocat pénaliste spécialisé dans le droit de la légitime défense. Vous êtes expert en sécurité nationale, en contre-terrorisme. J'ai lu que vous étiez président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, le CRSI, et que vous conseillez régulièrement les forces de sécurité françaises sur les questions de radicalisation et de menaces contre la sécurité nationale. Comment allez-vous, Monsieur de Montbrial? Eh ben, ça va très bien. Le CRSI, c'est le premier think tank français dédié aux questions de sécurité et de souveraineté. Et pour notre 10e anniversaire, la semaine dernière, on a accueilli 300 personnes. Donc, c'est sans doute, c'est sans doute aujourd'hui l'activité, à côté de mon métier d'avocat depuis 30 ans, bien sûr, mais c'est aujourd'hui l'activité qui me permet de très, très bien connaître les questions de sécurité et de souveraineté française et par extension un peu européenne. D'accord. Donc en fait, c'est un think tank qui conseille les politiques? Ah, c'est un think tank qui réunit dans son comité stratégique un certain nombre d'anciens hauts fonctionnaires, de politiques qui pour l'instant n'ont pas de mandat, de spécialistes comme le géopolitologue Frédéric Ancel, comme Uhum. Florence Bergeau-Blaclair, l'anthropologue du CNRS et du CERIF, enfin des gens d'horizons divers qui réfléchissent au sens large aux questions de souveraineté, de sécurité et de souveraineté qui touche la France, bien sûr, mais comme je vous disais aussi l'Europe, puisque c'est très difficile de dissocier les deux. Intéressant. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que le procès de Samuel Paty s'est terminé fin décembre. Mhm. Vous étiez partie prenante puisque vous étiez l'avocat de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. Je vais rappeler rapidement les faits. Samuel Paty était un professeur d'histoire-géographie qui organise une leçon à l'époque, donc ça se passe en octobre 2020. Il organise une leçon de- d'éducation civique, il me semble, et il montre des photos du prophète Mohammed, le prophète des musulmans, même en demandant à des élèves qui seraient choqués de sortir. Et donc ça va provoquer la colère de Brahim Schnina, qui est le père d'une élève de l'enseignant, mais qui était même pas en classe à ce moment-là, et du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui vont publier sur les réseaux sociaux des vidéos, ils vont insulter Samuel Paty, les vidéos vont devenir virales, l'adresse de l'établissement scolaire va être divulguée. Tout ça va amener à l'assassinat, enfin, Samuel Paty a été décapité, faut le dire quand même, alors son nom, par Abdullah Anzorov, exactement, un réfugié russe d'origine tchétchène qui a été abattu par la police quelques minutes après l'attentat. Je serais intéressé, je serais intéressé de savoir ce que vous retirez de ce procès. Ce procès, il est intéressant à la fois par les faits qu'il concerne, mais aussi par la façon dont il s'est déroulé. Pour ce qui concerne les faits, c'est très difficile de résumer en une minute, c'est un peu plus compliqué que ce que vous avez dit, mais l'idée à retenir, c'est que c'est la première fois que l'accusation d'islamophobie tue directement, sans filtre, dès lors que quelqu'un, en l'occurrence un professeur d'histoire-géographie, est qualifié d'islamophobe. Il lui reprochait un comportement contraire aux enseignements du prophète, en l'occurrence lors d'un cours, non pas d'éducation civique, mais sur la liberté d'expression. Et le, donc, une élève ment à son père en racontant qu'elle y était alors qu'elle n'y était pas. Enfin, ça, à la limite, c'est pas le plus important. Le père publie une première vidéo. Ensuite, le père est contacté par Sefrioui, qui est un des islamistes les plus dangereux en France depuis des décennies, bien connu de tous les services. Et la combinaison des deux va aboutir à la révélation du nom du professeur, de l'adresse et à des incitations à peine voilées à un passage à l'acte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accusation d'islamophobie, elle tue. L'islamophobie, ça n'existe pas. Il y a la haine des musulmans qui existe et qui est répréhensible, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais par contre, il est tout à fait autorisé de critiquer l'islam politique. Et l'islamophobie, c'est un instrument magique qui a été utilisé par les islamistes pour faire croire que la critique de l'islam politique était assimilable à la discrimination envers la religion.
ce qui sont deux choses complètement différentes. Mhm. Et c'est ça qu'il faut retenir et avoir à l'esprit, c'est que Charlie Hebdo était islamophobe. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu une fatwa qui a été exécutée 10 ans plus tard. Il y a comme ça tous les gens qui sont qualifiés d'islamophobes sur les réseaux sociaux, dans des vidéos, etc., sont des cibles potentielles. Et c'est un mécanisme des ciblage, désignation et ensuite passage à l'acte par des gens qui n'ont pas de lien avec ceux qui ont fait la vidéo. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Maintenant, le deuxième enseignement, c'est pendant le procès. On a eu Monsieur Sefrioui, dont je vous disais que je considère, je l'ai dit à l'audience, je leur dis volontiers ici, que c'est un des individus les plus dangereux en France, pas du tout par un risque personnel de passage à l'acte, mais par son travail de sape, son travail son imprégnation totale d'islamisme et par l'audience qu'il a au sein de la communauté musulmane radicale en France. Ah, donc il a une Et audience et il a une influence. ah bah, la preuve, oui, de toute façon, ça a été démontré par les débats, ça, depuis de très nombreuses années. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, il s'est battu sur le terrain politique, c'est-à-dire il a coché toutes les cases de l'islam politique dans sa défense. Et le dernier enseignement, c'est qu'on a désormais, en défense de certains islamistes, à la fois dans les procès terroristes, mais également dans des procès qui touchent à l'apologie du terrorisme, à des choses qui ne sont pas directement liées à un acte terroriste lui-même, on a de plus en plus d'avocats qui mettent en avant les lignes de défense qui sont des lignes politiques islamistes. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années, qui va dans le sens d'une islamisation d'une partie de la société. Ça concerne tous les métiers, donc il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas le métier d'avocat. Mais c'est quand même un peu étrange d'entendre des avocats reprendre à leur compte, avec parfois beaucoup d'enthousiasme, des thèses qui sont quand même des thèses contraires aux lois de la République. Mhm. Et vous pensez qu'il y a un risque que ces événements se répètent, Il y a un risque permanent et quotidien. permanent et quotidien? Waouh, ça donne le ton. Vous dites que les islamistes gagnent du terrain dans des secteurs clés de la société française. Et ce que vous venez de dire, c'est enfin, est-ce qu'il y aurait des secteurs qui sont plus gangrénés que d'autres ou pas spécialement? Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous vous intéressez à la littérature frériste, enfin des frères musulmans, quand vous vous intéressez à ce que disent les salafistes, toutes les logiques de conquête qui ne sont pas ouvertement violentes sont des techniques de conquête par l'étude approfondie de la société à conquérir, donc en l'occurrence la société française, la société européenne, et pour bien maîtriser nos fonctionnements, identifier nos points de faiblesse, identifier les points de force aussi. Donc nos points de faiblesse, c'est nos vulnérabilités, mais nos points de force, c'est les points à conquérir. Donc par exemple, je dis dans le désordre, au sein d'une entreprise, ça va être les syndicats. Les syndicats sont des endroits, sont des points de force, des points de pouvoir au sein des entreprises, parce qu'ils donnent énormément, ils donnent un gros levier de négociation pour obtenir des droits dérogatoires pour, par exemple, les horaires de prière, les horaires de travail, la nourriture, etc. Il y a un point crucial, majeur qu'il faut avoir à l'esprit et qu'on va avoir notamment massivement en France aux élections municipales de l'année 2026, donc l'année prochaine, c'est que les islamistes ont parfaitement compris qu'il fallait avoir de plus en plus d'élus. Et donc l'objectif va être de faire élire des gens au sein des conseils municipaux, pas simplement dans des listes qui sont ouvertement islamophiles au sens de l'islam politique, comme celle de la France insoumise, mais aussi au sein de listes apolitiques, de listes de centre droit, etc. Le but, c'est d'avoir des élus, un maximum d'élus, pour d'abord peser sur des prises de décision locales, empêcher, d'abord c'est bloquer les prises de décision contraires Mhm. aux islamistes, ensuite essayer de promouvoir des mesures qui lui soient favorables. Et puis surtout derrière, c'est le mécanisme en France des grands électeurs qui fait que les sénateurs sont élus par les élus et que forcément, plus vous avez d'élus qui sont dans cette logique islamophile, eh ben, forcément, plus ça amène le risque qu'un jour on ait un Sénat qui soit sensible à ces thèses. Donc c'est tout ça sur lequel il faut avoir une très grande lucidité. C'est de Et l'entrisme, en fait. c'est exactement ça. C'est le mot.
c'est de l'entrisme. Mais ça va aussi, par exemple, dans les médias. Moi, je prends l'incident la semaine dernière de ce type qui est passé dans une émission de grand public d'information sur France 5, qui est venu en tenue traditionnelle salafiste. Qui est quelqu'un dont les réseaux sociaux, dont l'analyse rapide, hein, c'est même pas la peine de faire une thèse, l'analyse rapide de ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux montre qu'on a affaire à quelqu'un qui est radical. Mhm. Et il était là, il se pavanait sur le plateau de France, Télé, de France 5 avec des animateurs qui en rajoutaient, qui surjouaient le plaisir de le voir, de façon, il faut bien le dire, assez grotesque, même si c'est pas. Mhm. Ben voilà, ça c'est de l'entrisme. Ne pas comprendre ne pas comprendre la victoire d'étape que constitue pour les islamistes le passage de ce garçon dans une émission qui a une audience de plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, la banalisation que ça induit du fait islamiste, eh ben, ne pas le comprendre, c'est très grave. Mais je pense que un des problèmes majeurs, parce que c'est un très bon exemple que vous donnez, j'avais discuté de ça avec Yasmine Mohamed dans un de mes entretiens précédents. En fait, en Occident, pas seulement en France, il y a une vraie méconnaissance de l'islam et surtout de l'islamisme ou des frères musulmans ou du frérisme. Et on prend souvent des gens pour des gens musulmans et qui ont tous les droits en France ou en Europe, logiquement, mais qui sont en fait, on les prend pour on les appelle modérés, mais en fait ces modérés-là sont pas modérés, sont des gens qui ont des agendas ou qui sont même radicaux, comme vous dites. Le Mais comédien, le comique, c'était facile de voir qu'il était radical. le critère, le critère. On est un pays dans lequel c'est le principe de laïcité. Chacun a le droit de pratiquer le culte qu'il veut. Mhm. Et dès lors, et il doit être protégé dès lors que cette pratique religieuse, d'abord n'est pas obligatoire, et ensuite n'empiète pas la vie publique, la vie sociale, ne vient pas polluer Mhm. le débat public. Et aujourd'hui, la seule religion avec laquelle il y a un problème de cette nature, c'est l'islam. Ça ne concerne évidemment pas tous les musulmans. Et non seulement ça, mais je pense que plus on est dur avec les islamistes, plus on soulage les musulmans, ceux de nos compatriotes musulmans qui veulent vivre parfaitement paisiblement et qui ont totalement le droit sur notre territoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis très frappé par le fait que quand je discute par exemple avec des amis qui sont algériens ou d'origine algérienne, ce qui est un pays qui sait ce que c'est que l'islamisme parce qu'il a connu une guerre civile absolument abominable dans les années 90, 1990, et bien quand on discute avec eux, on est frappé par le fait qu'ils considèrent qu'on n'est pas du tout assez sévère et qu'on est naïf et qu'on n'a pas compris quel était le projet islamiste. Le projet islamiste, c'est un rouleau compresseur qui roule aussi, y compris sur les musulmans qui souhaitent s'intégrer au sein de notre société. Puisque d'ailleurs, après on ne va pas sans rentrer dans des détails parce que ce serait trop long, mais ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez un penseur islamiste comme Al-Souri, qui a écrit en 2005 l'appel à la résistance islamique mondiale, tout en étant réfugié bien au chaud en Espagne avec l'asile politique, eh bien, il explique comment, les mécanismes par lesquels les islamistes doivent désintégrer, au sens de casser l'intégration des musulmans, des migrants en Europe qui souhaiteraient s'intégrer de façon tout à fait normale et paisible au sein de la société européenne. Donc ça passe par la désintégration. Donc, à contrario, il faut favoriser. Vraiment, il faut aider ceux qui veulent s'intégrer et il faut bien faire la différence. C'est pour ça qu'il faut, ça nécessite une analyse un peu fine et un discours qui ne doit pas être un discours sans nuance. C'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi un déni, je pense, de la réalité. Vous parliez des médias tout à l'heure. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste, on a des médias qui nous parlent de déséquilibré mental. Euh, on ne sait plus, en fait, quand on écoute ça, si c'est un déni, même, je sais même pas. Ça se trouve, c'est de l'incompréhension totale ou la volonté de regarder ailleurs, mais ça contribue à ce que vous dites. C'est-à-dire, ça contribue au fait que ben, l'entrisme progresse sans qu'on soit capable, parce que les médias sont quand même un peu le porte-parole de... Oui, mais le problème, c'est que d'abord, au sein des médias, alors les médias, bon, disons qu'il y en a quand même beaucoup de médias. Et ce que je vais dire, c'est ce que il faut faire très attention à jamais généraliser. Mais globalement, quand même, on a une élite médiatique en France qui est
globalement gauchisés. Alors, les gens ne sont pas forcément de gauche, mais c'est imprégné par une culture qui vient des années 66, 70, Bourdieu, Derrida, etc. Donc, qui ont beaucoup infusé dans les écoles de journalisme, comme d'ailleurs à l'école de la magistrature ou dans des écoles d'administration, et qui fait qu'on a un vernis en France des gens qui sont au sein de ces pouvoirs judiciaires, administratifs, journalistiques, qui est en décalage total avec le peuple. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est très important. Donc, pour en venir à à votre question, il y a à la fois du déni, une méconnaissance, il y a du déni, il y a aussi une inculture totale, c'est-à-dire une incompréhension du problème. Pour aller sur la psychiatrisation, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens en France, dans nos élites au sens large, considèrent qu'il n'y a pas de raison qu'on soit agressé pour ce qu'on est, parce que pour faire court, on est formidable. On est le pays des droits de l'homme, on est le pays des Lumières, etc. Et donc, comme on est formidable, personne ne peut raisonnablement vouloir nous détester, sauf à être malade. D'où la psychiatrisation. C'est-à-dire que vous avez fait des références aux attentats. Attentat, c'est un terme juridique. Quand il y a un attentat, ça veut dire que c'est un acte de terrorisme qualifié comme tel par la loi et donc dans les faits par le parquet national antiterroriste. Et quand on est dans un dossier, il y a le parquet national antiterroriste qui se saisit, il n'y a plus de psychiatrisation. En fait, le problème, c'est les multiples attaques, parce il y en a toutes les semaines, Carrément. qui sont commises avec un couteau ou avec une voiture, parfois sans gros dégâts, heureusement. Il n'y a pas, il y a pas plusieurs morts à chaque fois, heureusement. Mais c'est une espèce de guerre à bas bruit. Et dès lors qu'on a quelqu'un qui a un problème psychiatrique, et qui peut être réel par ailleurs, on dit, ah bah, ouf, en fait, on ne dit pas ouf, mais ce qui est sous-jacent, c'est ouf, ça n'est pas un attentat islamiste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique de conquête islamiste, c'est une logique qui s'appuie sur toutes les opportunités. Les multiples messages de propagande sur les réseaux sociaux, ils ont vocation à déclencher des passages à l'acte qui ne sont pas forcément des passages à l'acte des gens qui ont bac plus 10 et qui sont très équilibrés. Le fait que la main qui agit soit quelqu'un de déséquilibré n'empêche pas que le cerveau qui a infusé dans l'esprit de celui Guidé. qui tient le couteau, c'est le poison islamiste, n'ait pas eu pour objectif de faire que quelqu'un d'un peu simple d'esprit ou de perturbé dans sa vie, eh ben, choisisse d'aller tuer des mécréants plutôt que de se suicider. Vous voyez, c'est ça. Et donc, on peut, de dire, ah bah c'est un déséquilibré, ça n'a rien à voir. Regardez, il suffit juste de regarder qui sont les déséquilibrés quasiment à chaque fois. Et on a la réponse très clairement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que les passages à l'acte des déséquilibrés, même s'ils ne sont pas qualifiés de terroristes, ils résultent de la volonté de tous ceux, des islamistes qui polluent les réseaux sociaux avec une propagande qui a justement pour vocation de séduire et de faire passer à l'acte les plus faibles. Vous diriez que, parce que vous parliez d'entrisme, vous diriez que la situation empire, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même Alors, c'est très intéressant comme question parce que la réponse qui me vient spontanément, c'est les deux. Les deux. C'est-à-dire que ça empire dans les actes, ça empire dans l'accélération de l'entrisme, parce qu'il y a une loi du nombre, hein, il y a une progression du nombre de musulmans en France qui est spectaculaire, et donc, puisque je fais toujours bien la différence, une progression de la part des musulmans qui sont radicalisés. Si vous augmentez le socle, bah, vous augmentez forcément la part proportionnelle de radicalisés, d'autant plus que plus on descend dans la pyramide d'âge, c'est-à-dire plus on va vers les jeunes, dans la jeunesse musulmane, plus on a de gens qui sont séduits par les thèses radicales. Donc ça, c'est le constat sur l'augmentation de l'entrisme. Mais donc ça empire. Ce qui va plutôt moins mal, je n'ose pas encore dire mieux, c'est il y a quand même énormément de gens j'en fais partie, mais je suis pas le seul, qui dénonce, qui attire l'attention, qui œuvre, hein, parce que c'est pas simplement, moi je suis pas simplement un lanceur d'alerte, j'agis par ailleurs, qui sont au sein de la société de plus en plus écoutés quand même. Et donc la part de gens qui ont conscience grandit également. Donc, si vous voulez, il y a une accélération du rythme de l'entrisme et de l'islamisation de l'Europe, hein, parce qu'on pourrait parler de la Belgique, c'est bien pire, l'Angleterre, c'est très pour vous, compliqué. en Europe, les pays les Pour plus moi, dégradés? le podium, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est Belgique, Angleterre, France. Angleterre avant France.
Non, je vous dis dans le désordre, je ne sais pas dire ça, je ne sais pas. Et avec une mention spéciale pour l'Allemagne, qui est, mais l'Allemagne est en train de se rendre compte un peu brutalement. Mais l'Allemagne, c'est différent parce que l'Allemagne, c'est un mélange de très forte présence turque qui a des conséquences directes, hein, en termes de politique intérieure et même de politique étrangère, puisqu'en pratique, l'Allemagne ne peut plus prendre de décisions contraires aux intérêts de la Turquie, parce qu'il y a trop de Turcs en Allemagne. Donc la Turquie, en réalité, peut bloquer l'Allemagne, littéralement. Donc il y a un mélange d'entrisme turc depuis longtemps et de présence massive de réfugiés syriens, dont on connaît encore aujourd'hui très peu l'identité réelle, Hmm. puisque quand Angela Merkel a commis la folie de laisser entrer 1 million de Syriens en septembre 2015, sur le gros million qui est rentré, les gens de Frontex n'ont vérifié l'identité que de moins de 100 000 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 900 000 personnes qui sont rentrées sans qu'on connaisse et on ne connaîtra jamais leur identité. Donc il y a des identités déclarées, donc sans doute la majorité est vraie, mais c'est impossible de s'assurer de tous. Et aujourd'hui, l'Allemagne subit des violences islamisées extrêmement fortes sur son territoire. Vous savez, on pousse des cris d'orfraie en voyant la montée de l'AfD, puisqu'il va y avoir des élections en Allemagne bientôt. L'AfD est très clairement un parti au sein duquel il y a encore des gens qui sont vraiment d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas d'autres partis populistes en Europe qu'on qualifie d'extrême droite, à mon avis, à tort. Pour l'AfD, c'est encore un parti d'extrême droite. Mais la question à se poser, et là je quitte l'Allemagne parce que c'est vrai pour tous les pays, c'est qu'il faut une réaction parce que cet entrisme culturel, cet entrisme violent des islamistes, et soit ce sont des partis dits raisonnables qui font le job, comme c'est le cas en Suède ou au Danemark, soit forcément, devant l'inaction, l'incompréhension, l'incurie, la lâcheté, on peut mettre le mot qu'on veut, des autres partis, ça ne peut que finir par des partis qui sont proches de la droite dure. Donc, moi, j'ai jamais compris, par exemple, en France, j'ai jamais compris pourquoi le président de la République et son parti, Renaissance, enfin, ça a changé de nom plusieurs fois, mais n'a pas considérablement durci la politique régalienne, c'est-à-dire intérieur, justice, immigration, parce que tout le monde, enfin, je veux dire, les élites, les gens qui dirigent, les politiques, tu vois, ils ont compris, hein, ce que je suis en train de vous dire. Et je sais Il n'y a pas. pas eu de durcissement de l'immigration? C'est toujours pareil? Il y a toujours autant de vagues migratoires en France? Alors, il y a eu un durcissement, il faut être tout à fait honnête. Il y a eu une loi très importante en France, même si elle ne va pas assez loin, mais elle a le mérite d'exister, qui est la loi de août 2021, dite la loi contre le séparatisme, mais qui est une loi qui donne vraiment des mesures, qui donne des possibilités aux préfets et aux procureurs pour lutter notamment contre les associations cultuelles musulmanes qui connaissent des dérives islamistes. Donc il y a des choses, il y a un discours, un grand discours des Mureaux du président de la République au mois d'octobre 2020, ironiquement quelques jours avant l'assassinat de Samuel Paty dont on parlait tout à l'heure, qui montre une prise de conscience et qu'on va dans la bonne direction, mais on va jamais au bout, si vous voulez. On prend jamais c'est bien de dire les choses, c'est mieux que de ne pas les dire, mais après, faut dérouler. Vous comprenez? Si on dit les choses, mais qu'après on repasse en même temps qui fait que finalement le job n'est pas fait, pendant ce temps-là, eux, les autres se posent pas de questions et ils avancent. Et ça, c'est un problème européen, hein, c'est pas simplement un problème français. Complètement, j'allais le dire en fait. Ce que vous dites, ça fait réfléchir parce qu'il y a quand même un scénario potentiel. Je n'ai pas dit que ça va arriver, mais parce que vous parliez de l'Allemagne avec l'AfD, en Angleterre, qui est quand même un pays de culture politique très stable dans l'histoire, le parti de Nigel Farage, donc qui est à la droite du Parti conservateur, parti réformiste, je crois qu'il s'appelle, a de plus en plus gagne de plus en plus de popularité Oui, mais parce prenez, que les Anglais, enfin notamment toutes les classes qu'on appelle les working class ou les classes moyennes inférieures ou même en dessous, se sentent pas du tout écoutés. ah ben attendez, l'Angleterre, c'est très intéressant. L'Angleterre a fait un choix contraire. Enfin, c'est pas qu'elle a fait, c'est culturellement l'Angleterre était un pays communautariste, c'est-à-dire que Mhm. on laissait les gens avoir dans leur communauté, avoir.
d'une liberté absolue de parole, etc. Donc il y avait jusqu'en 2005, jusqu'aux attentats du 7 juillet 2005 à Londres, il y avait le Londonistan avec des prêcheurs, des types, des fous furieux qui prêchaient l'islamisation de l'Angleterre. Et tout le monde trouvait ça normal parce que chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Bon, évidemment, le réveil a été cruel en 2005. Et puis ensuite, de toute façon, il y a eu une immigration totalement non maîtrisée, puisque l'Angleterre est le bout du chemin pour un certain nombre de migrants, qui passent d'ailleurs par la France avec toute la problématique de Calais, de Allez. traverser de la Manche. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'en Écosse, vous avez eu, il n'y est plus, mais vous avez eu un Premier ministre proche des frères musulmans, dont l'un des premiers gestes a quand même été de faire la prière vers la Mecque dans son bureau avec ses conseillers. Je C'est une belle victoire pour les frères musulmans, il faut reconnaître. plus qu'une belle victoire. Le Premier ministre écossais, c'est quand même une belle victoire. Vous avez eu à Brighton, il y a un maire qui a été élu, qui parle Uhum. à peine anglais et qui est extrêmement inquiétant et dans son discours et dans son allure générale. Vous savez, l'allure générale, c'est pas le délit de sale gueule. L'allure générale, c'est des messages qui sont envoyés, la façon de s'habiller, la façon de se tenir, la barbe, etc. C'est un ensemble de choses. C'est pas juste la barbe, c'est un ensemble de choses. Je vous invite à aller voir qui est le maire de Brighton sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose d'absolument terrifiant. Vous avez eu, après le 7 octobre, tous les samedis dans les rues de Londres, des appels au meurtre des Juifs et au viol de leurs femmes. Mhm. Tous les samedis, Mhm. avec des manifestations massives. Donc, Mais vous savez, c'est intéressant parce que je discute avec des Anglais, parce que j'habite en Angleterre, et des gens qui à l'époque ne parlaient pas, disaient rien, parce que vous savez, en Angleterre, il y a le fameux common decency, on évite les conflits, on se comporte bien, on vit ensemble. Les gens maintenant commencent à parler. Vous parliez de l'islamisation de l'Angleterre, les gangs de violeurs en fait bah qui ont oui. sévi pendant des décennies. Enfin, c'est complètement hallucinant. C'est Musk qui a remis ça sur Twitter, qui a remis au bout du jour. Mais les Anglais du nord de l'Angleterre savent très bien de quoi il s'agit. Ils ont vécu. Enfin, on parle de filles qui étaient âgées ça va jusqu'à l'âge de 11 ans, je crois. Enfin, les médias, les politiques, les juges tous ont mis l'affaire sur le tapis. Enfin, il y a des Alors, complicités à tous les niveaux. oui, parce qu'il y a, alors, pas tous, il y a quand même eu il y a quand même eu des enquêtes, mais globalement, l'ampleur du phénomène, mais c'est surtout sa dimension identitaire qui a été tue. Il y a toujours un relativisme, on dit oui, mais, etc. Mais cette réalité atroce qui est aujourd'hui qui est aujourd'hui à peu près admise, c'est très intéressant. Je regardais par exemple la façon dont le quotidien Le Monde a traité le sujet. Quand Elon Musk a fait ses messages sur le sujet contre le Premier ministre anglais actuel, le Monde a très vite dit que tout ça, c'était du fantasme, et que c'était scandaleux, que c'était de la désinformation. Et puis, en fait, en Angleterre, le débat a continué à vivre, et puis les langues ont commencé à se délier. Il y a eu un rapport indépendant de la police il y a quelque temps qui déjà soulignait que la chose n'était pas tout à fait fausse, pour rester dans l'euphémisme. Et puis maintenant, bah, il y a une nouvelle synthèse qui va être faite de travaux déjà existants, et il est à peu près admis que c'est vrai. Et Le Monde récemment a fait quasiment une page sur le sujet en expliquant pourquoi ça devenait un fait de société extrêmement intéressant en Angleterre et ne niant plus la réalité des faits. Il y a encore un petit peu de relativisme. Mais si vous prenez donc la façon dont Le Monde traite le sujet en 3 semaines, entre l'attaque d'Elon Musk contre le Premier ministre anglais et la façon dont les Anglais réagissent et déclenchent une nouvelle enquête, c'est très très intéressant parce que le Mhm. réel finit toujours par Et on s'imposer. fait. Mhm. Et juste la façon dont, par réticence, par peur de paraître raciste, etc., on ne dit pas les choses sur des sujets comme ça, c'est la même chose. Évidemment, toute chose égale par ailleurs, mais c'est le même mécanisme, plus exactement, qui est à l'œuvre en France, si vous parlez des taux de. Par exemple, il y a un truc dont moi je suis absolument persuadé, mais qui nous renvoie à la question d'il y a 5 minutes, c'est on sait qu'il y a une agression physique par minute en France aujourd'hui, une par minute. Et il y en a un certain nombre qui sont des agressions qui ont une dimension raciste maghrébins contre les Français qui sont blancs. C'est quelque chose qu'on sait, qu'on sent. Il y a beaucoup d'insultes, de sales blancs. On le sait, on le sait parce qu'il y a des remontées de partout. Mais
ça a beau monter de partout, personne ne fait une analyse globale du sujet comme un fait de société. Or, c'est un fait de société, parce que ça s'inscrit dans la logique de conquête dont on parlait tout à l'heure. Parce que faire l'analyse globale et en faire un fait de société analysé comme tel, bah, ça induit à se poser des questions dont on n'a pas envie d'avoir les réponses. Oui, parce que je pense que c'est un problème de fond, c'est presque quasiment philosophique. En Europe, en Occident, les citoyens passent au second plan. Ce qui est plus important, c'est les valeurs ou certaines valeurs. Et c'est très juste ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que il se trouve que c'est encore dans Le Monde. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je le lis encore, mais heureusement, je lis d'autres journaux aussi. J'essaie d'avoir une vision à peu près transversale de ce qui s'écrit parce que c'est très intéressant. Il était fait reproche cette fois-ci au Premier ministre français François Bayrou d'aller de prendre le peuple à témoin, c'est-à-dire de vouloir suivre les attentes du peuple. Mais c'était présenté comme un reproche à propos de l'immigration, etc. Mais là, il faut s'arrêter 2 secondes. Quelle est la vocation du politique, si ce n'est que de mettre en place des politiques qui sont légitimes, et légitimes pourquoi? Parce qu'elles correspondent aux attentes de la majorité de la population. Moi, j'en vois pas d'autres. Complètement. Mais je me trompe peut-être. C'est une évolution, mais c'est pas juste en France, c'est une évolution en Europe. D'ailleurs, quand on parle de l'Europe, bah, c'est une question un peu piège que je vais vous poser. Je sais pas si même il y a une réponse, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui disent que voilà, que l'Europe, c'est trop tard, on est plus dans une situation où on peut encore espérer faire machine arrière ou réparer. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que cette Europe-là s'est fourvoyée, qu'aujourd'hui c'est assez manifeste. Une Europe à 27 avec des mécanismes de prise de décision qui sont très compliqués, euh, une, euh, une contradiction entre la réalité du traité de Lisbonne avec les limites de délégation de souveraineté qui y figure, hein, c'est écrit que tout qui reste à la main des États membres en matière de souveraineté, c'est écrit dans le traité, sauf que ça n'est plus du tout appliqué. Mais le jour où nous aurons en France une force politique qui gagnera une élection, donc il y aura qui sera fondée, qui aura la légitimité Légitimité. populaire et qui aura la détermination à faire, à modifier la façon dont l'Europe agit sur ces questions migratoires, notamment, et peut-être voudra impulser un changement d'organisation, de prise de décision, etc., les choses pourront changer. Il y a 2 grands moteurs en Europe, il y a la France et l'Allemagne, donc bah, on laisse les Allemands là où ils sont, c'est-à-dire un peu perdus, on en a parlé tout à l'heure, sur cette question de politique intérieure, mais qui résonne au niveau européen. Mais nous, le jour où nous aurons enfin, j'allais dire, un alignement et une légitimité populaire qui aboutira à un alignement entre ce que veut le peuple, les gens capables de conduire cette politique et un vrai courage politique et une détermination, on peut faire bouger les choses. Ce que l'être humain a fait, l'Union européenne, c'est une construction humaine. Donc, pour finir et faire peut-être le lien entre les deux, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, avec mon centre de réflexion, le CRSI, je fais des réunions publiques partout en France, à peu près 1 ou 2 fois par mois, entre 1 et 3 fois par mois. Et je rencontre des gens qui viennent me voir et puis aussi des élus locaux. Je pense que les élus, les gens qui sont au pouvoir au sens large depuis une quarantaine d'années se sont discrédités les uns et Mhm. les autres, de droite et de Mhm. gauche. Et il va y avoir, comme on est dans une situation de crise au sens propre, c'est-à-dire, et puis ça va aller bien plus mal avant que ça aille mieux, il va y avoir l'émergence d'une nouvelle, de nouvelles personnalités qui vont avoir peut-être, sans doute beaucoup plus facilement, vocation à faire les changements dont on parle. Maintenant, sur le 7 octobre, moi, je suis, j'ai, il se trouve que ce matin-là, je me suis réveillé très tôt et j'ai regardé, comme trop souvent au réveil, les réseaux sociaux. Et j'ai vu 2 vidéos et j'ai compris sur 2 vidéos ce qui se passait. Cette attaque, c'était quelque chose qui était craint, sans évidemment pas à cette ampleur. Ça, c'était inenvisageable. Mais le 7 octobre, d'abord, c'est une abomination, c'est un acte terroriste abominable. Mais bien au-delà, c'est ce que les Américains appellent un game changer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui change complètement les règles du jeu, parce que c'est la première fois dans l'histoire contemporaine que pour des islamistes, la victoire contre l'Occident est possible.
les islamistes du Hamas ont été surpris par Mhm. l'ampleur de leur succès. Ils ont été eux-mêmes surpris. Et dans tous les réseaux islamistes mondiaux, y compris ceux qui n'aiment pas le Hamas, parce qu'il y a tout ça, évidemment, il n'y a pas d'unicité, d'ailleurs heureusement pour nous, mais il y a un avant et un après, parce que l'Occident, parce que qui aurait pu penser qu'une telle chose arrive à Israël? Et donc, ça a donné une énergie folle à tous les gens qui, notamment en Europe, puisque c'est le sujet du jour, sont dans une logique de détestation. Moi, il y a une chose qui m'a profondément frappé, même si elle ne m'a pas étonné, c'est que Israël est victime le 7 octobre et que dès le 7 octobre au soir, qu'est-ce qui explose partout en France? C'est l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est la haine de la victime. C'est quelque chose de totalement hallucinant quand on y pense. Bah, qu'on soit clair, enfin, j'ai des contacts dans la communauté juive un peu partout en Europe. Euh, comment dire? C'est pas la joie, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de Ah juifs oui. qui réfléchissent à l'après-Europe, quoi, enfin, de partir ou de ne pas rester. Donc, Moi, je il y a eu suis. un choc énorme en Angleterre. C'est très, très intéressant parce que les Anglais sont pas du tout, je l'avais dit avant, hein, dans le conflit ou même dans l'expression de ce qu'ils ressentent. Mais là, on n'est plus du tout dans la même situation. Moi, ça m'a beaucoup frappé de voir des amis juifs qui envisageaient de partir en Israël malgré la guerre avec les bombardements, malgré les deux séquences de bombardements, heureusement limitées dans leurs effets, mais quand même très spectaculaires dans leur action de l'Iran, malgré le fait que il fallait descendre, il faut encore parfois descendre dans les abris parce que les tirs du Yémen n'ont pas cessé. Donc, les gens, pour autant, bref, se sentent plus en sécurité dans un pays qui reçoit des missiles qu'en France. C'est quelque chose qui doit tous nous interroger. Et l'ambiguïté antisémite, on va dire, pour rester poli, de la France insoumise, avec les appels du pied à ce nouvel antisémitisme, qui aujourd'hui, il faut le dire, c'est un antisémitisme islamiste, c'est un antisémitisme et même au-delà de l'islamisme. Hein, quand vous regardez les questions posées dans les sondages en France à ceux qui se déclarent de culture ou de religion musulmane, les réponses sur Israël, sur les Juifs, sur le 7 octobre, sont terrifiantes. Sont terrifiantes. L'explosion des actes antisémites est terrifiante. Les islamistes, puisque ça fait partie du cycle provocation, discrimination de la conquête, les islamistes en France hurlent à l'islamophobie, on en a parlé tout à l'heure, et à la haine anti-musulmane, qui, elle, est répréhensible. Mais la réalité, c'est que les actes anti-musulmans, ils sont tous condamnables, mais ils sont stables et ils sont très bas. Et ils viennent en France après les actes anti-juifs qui ont explosé et après les actes anti-chrétiens. Je rappelle au passage qu'il n'y a jamais eu autant d'églises brûlées en France qu'en ce moment. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a en France un fond sans doute de ce vieil antisémitisme d'extrême droite qui existait qui a traditionnellement toujours existé au sein d'une fraction de la communauté très à droite en France. Mais aujourd'hui, d'abord, cet antisémitisme-là est résiduel, mais il a quasiment disparu. Il faut jamais dire que les choses ont totalement disparu, mais il est anecdotique, alors que l'antisémitisme des milieux, de tout ce qui est proche de l'islamisme et même un peu plus, c'est absolument terrifiant. C'est terrifiant. La façon dont la France insoumise exploite tout ça est très préoccupante parce que c'est une force politique qui a la légitimité de la Mhm. présence à l'Assemblée d'un nombre important de députés et qui, je pense, moi, cherche le chaos pour avoir amené un changement politique en France par la violence et le chaos. Vous pensez qu'ils peuvent y arriver? C'est les minorités qui font l'histoire, donc oui. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord. Monsieur de Mais Montgolfier, je vous attention, hein, remercie. pardon, je dis qu'ils peuvent y arriver au sens où il y a un risque qu'ils y arrivent, mais je le dis parce que ça doit être combattu et ça doit être empêché. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont y arriver, hein, comprenons-nous bien. Je pense que ça va beaucoup intéresser les gens qui ont écouté cet entretien. Merci beaucoup en tout cas. C'était très Ouais. intéressant. Merci à vous. À très bientôt.